Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un dossier assez particulier qui nous est arrivé. C'est un document PDF intitulé Bonne année 2025. Bonjour. Oui, un titre un peu projectif pour un contenu qui regarde pas mal en arrière, on va le voir. Exactement. À l'intérieur, c'est un mélange assez intrigant. Il y a des notes personnelles, on dirait, des liens vers des articles de presse. Et tout ça semble brosser un portrait critique, voire même à charge de la ville de Nyon en Suisse. C'est ça, l'idée c'est de décortiquer un peu ces éléments pour essayer de comprendre la perspective qui est présentée là, notamment sur la police locale, la gestion municipale. Oui, et il y a des trucs qui sautent aux yeux tout de suite, des expressions comme République de banane, Nyon, carrément. Ah oui, c'est pas anodin comme terme. Et puis on parle aussi d'une disparition étrange de l'ancien chef de la police. Bon, ça promet d'être, disons, assez instructif. Allez, on déballe ça. Volontiers. Effectivement, ce document, il assemble des pièces assez hétéroclites, quoi. Et ça va être intéressant de voir comment tous ces éléments, la police, une histoire de stationnement, des personnalités locales, des dates qui s'étalent sur plus de 10 ans, comment tout ça est agencé pour construire un récit qui est clairement orienté. On sent une intention, hein. Oui, une intention de pointer du doigt certains dysfonctionnements perçus, c'est assez clair. Alors, commençons par la police, justement. Police Nyon Région. Le document, il commence de façon assez surprenante, presque polie. Il y a des remerciements pour le commandant intérim de l'époque, Monsieur Schmitt. Oui, pour son accueil, c'est précisé. C'est ça. Mais tout de suite après, l'auteur note que la situation n'a sûrement pas été facile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait lui-même postulé pour le poste de commandant titulaire. C'est une situation un peu délicate, non? Gérer l'intérim et être candidat en même temps. Oui, c'est une configuration qui peut effectivement générer des tensions ou en tout cas des situations un peu complexes en interne, c'est sûr. Et l'auteur souligne bien ce point. Hmm. Tout en rappelant d'ailleurs une info factuelle importante, c'est que le gouvernement, donc on présume le gouvernement cantonal vaudois, est responsable de la police. Ah, donc la décision finale, elle venait pas de Nyon même. Non, voilà, ça dépendait d'une instance supérieure. C'est un point de contexte important que l'auteur donne. D'accord. Et pour boucler cette partie sur Monsieur Schmitt, l'auteur met même un lien. Un lien vers l'annonce officielle de sa nomination comme commandant titulaire. Ça date de fin 2023. Exactement. Donc cette situation qui était pas facile au début, elle s'est bien terminée pour lui avec sa nomination. On pourrait se dire, fin de l'histoire, non? Ben oui, le document acte cette nomination via le lien. Ça pose un cadre, en quelque sorte, une période de transition avec ces enjeux qui a trouvé une issue officielle. Le fait de commencer par des remerciements et de donner ce lien, ça pourrait suggérer une forme de reconnaissance du processus. Oui, mais c'est là que ça devient vraiment curieux, je trouve. Juste après ces félicitations, ces remerciements polis, le ton, il change du tout au tout. Ah bon? Carrément. Le texte, il enchaîne direct sur des problèmes très concrets. On nous dit « certains véhicules ne sont plus déchargés ». Bon, c'est un peu vague, déchargés. Oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas trop. Ça laisse entendre un possible cafouillage, logistique, administratif, peut-être. Et puis, il y a ce détail, alors là, beaucoup plus précis et presque surréaliste. Le scooter rouge a disparu. Le scooter rouge? Oui, le scooter rouge. On se demande de quoi il parle. C'est vrai que c'est frappant. Ce détail si spécifique, le scooter rouge. Sans plus de contexte, difficile de savoir si c'est un équipement de service, un truc saisi, quoi. Aucune idée. Mais le fait de le mentionner comme ça, juste après les véhicules non déchargés, ça renforce cette impression d'un inventaire qui serait pas complet ou d'une gestion matérielle un peu défaillante, voire un certain laisser-aller, quoi. L'auteur accumule les indices d'un désordre, on dirait. Et c'est pas fini, parce que la phrase juste après, elle crée un rapprochement pour le moins troublant. L'auteur écrit « Comme nous le savons, l'ancien commandant a disparu d'une manière étrange ». Ah oui, quand même. Là, il juxtapose direct les problèmes matériels d'aujourd'hui, les véhicules, le scooter, avec le départ passé, qu'il qualifie d'étrange, du prédécesseur de M. Schmitt. Le lien est pas explicite, mais la suggestion, elle est super forte. C'est une technique narrative, assez puissante et suggestive. En mettant ces infos côte à côte, la nomination récente, les remerciements, puis les soucis matériels et cette référence à la disparition étrange de l'ancien chef, l'auteur, il instille le doute. C'est ça. Il invite à penser qu'au-delà de la façade officielle, des problèmes subsistent, peut-être même liés au passé. Ça crée une atmosphère de questions en suspens. Tout à fait. Et la conclusion de cette section, elle renforce ce sentiment. Mais il reste encore beaucoup à faire.
Ça sonne presque comme une menace, ou en tout cas un avertissement, tu vois. Oui, oui, On est loin des félicitations du début. tout à fait. Cette phrase finale, mais il reste encore beaucoup à faire, elle prend une coloration très particulière dans ce contexte. Ça sonne pas vraiment comme un encouragement constructif, hein. Non, pas vraiment. Plutôt comme l'expression d'une insatisfaction qui persiste. Ça souligne un décalage entre l'image publique, bon, la nomination a résolu la transition, et puis une réalité que l'auteur perçoit comme encore problématique, chargée d'ombre. Clairement, il nous pousse à voir un malaise qui perdure. Ok. Bon, on change de sujet, mais on reste dans la critique. Le document y passe ensuite à un problème de stationnement. Et là, attention, on fait un bond dans le temps. L'auteur dit avoir pris des photos le 15 décembre 2016. Ah oui, 2016. Ouais. On est 7 ans avant la nomination de Schmitt. Pourquoi ressortir ça maintenant, cette vieille histoire? C'est une excellente question, cette histoire de temporalité. Le fait d'utiliser un incident aussi ancien, ça suggère que l'auteur le voit comme emblématique, peut-être, d'un problème récurrent ou systémique. Ou alors il veut montrer que les problèmes, ils datent pas d'hier. C'est possible. La date précise 15-12-2016, ça vise sans doute à ancrer l'anecdote dans une réalité factuelle, même si elle est lointaine, pour donner du poids. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle montre, ces photos de 2016? Apparemment des voitures garées là où il y aurait une interdiction de stationner des deux côtés. Et l'auteur se demande, avec une pointe d'ironie je pense, cette interdiction, est-ce qu'elle n'est valable que sous certaines conditions? Hmm. Ce questionnement sur les conditions, oui, ça peut être lu comme une critique. Soit de la signalisation elle-même, pas claire, soit, et c'est plus probable dans ce contexte critique, de la manière dont la règle est appliquée sur le terrain. L'auteur insinue un manque de rigueur, quoi. Et l'accusation, elle devient très directe juste après. L'auteur affirme: quand j'ai pris ces photos, une voiture de police est passée, mais les policiers n'ont rien fait. Il dit même regretter de ne pas avoir pu prendre la voiture de police en photo. Ah oui, là c'est direct. C'est une mise en cause claire d'un manque d'intervention face à une infraction qu'il dit avoir constatée. C'est vraiment le cœur de l'anecdote, ça. Le passage de la voiture de police sans intervention s'est présenté comme la preuve d'un certain laxisme. Et pour enfoncer le clou, l'auteur pose cette question rhétorique, hein. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner devant ou sur les passages piétons. Bah oui, la réponse est évidente. Évidemment, oui. Donc ça renforce l'idée que les agents, ils auraient dû agir, selon lui. Donc cette vieille histoire de parking de 2016, ça sert surtout d'illustration pour un problème plus large, c'est ça. C'est un peu l'interprétation la plus logique dans le cadre de ce document très critique, oui. Cet incident isolé, ancien, il est utilisé comme un symptôme. Le but, c'est pas tant de dénoncer ce stationnement spécifique de 2016, mais plutôt de l'ériger en exemple d'un supposé manque de sérieux ou d'équité dans l'application des règles par les autorités locales. C'est un peu le genre d'anecdote, tu vois, qui peut facilement nourrir un sentiment populaire de deux poids, deux mesures ou de laisser-faire généralisé. Ce qui nous amène tout droit à la critique la plus globale et la plus virulente du document. L'expression « République de bananes en Nyon ». Elle est répétée. Waouh! Là, les mots sont lourds, hein. C'est une charge hyper forte contre la municipalité. Extrêmement forte, oui, effectivement. L'expression République bananière, elle est chargée historiquement, politiquement. Elle évoque des régimes instables, corrompus, où l'intérêt public serait bafoué, souvent dans des contextes assez éloignés de la Suisse, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. L'appliquer à une ville comme Nyon, une ville suisse prospère, ça relève clairement de l'hyperbole polémique. C'est une façon pour l'auteur d'exprimer un rejet radical de la gouvernance locale. Et il en rajoute une couche de sarcasme en parlant du gouvernement au bénévolat à but non lucratif de cette république de bananes. C'est mordant. Ça vise l'exécutif local, j'imagine. Pour suggérer quoi? De l'amateurisme? Un décalage, c'est particulièrement caustique, oui. Il y a un jeu assez ironique avec les termes bénévolat, non lucratif, qu'on associe normalement à des organisations désintéressées, pour critiquer la gestion politique. L'intention, ça semble être de dépeindre une administration qu'il juge inefficace ou déconnectée, en utilisant un vocabulaire qui ridiculise. Et pour appuyer cette vision très négative, l'auteur sort encore un autre lien, cette fois vers un article de Suisse Info qui date de 2010. Encore plus vieux. Oui, et cet article, il révèle le salaire de Daniel Rosla, qui est une figure locale très connue. Mais attention, son salaire en tant que président du Paléo Festival. Ah, le Paléo, oui. Je précise que Paléo, c'est une fondation privée, même si M. Rosla est aussi le syndic, le maire de Nyon. Mais quel rapport avec une critique de la gestion municipale en 2023 ou après? C'est tiré par les cheveux, non?
C'est là qu'on voit bien la méthode de l'auteur, hein. C'est l'amalgame, la juxtaposition pour créer un effet. En plaçant cette info sur un salaire élevé, même s'il date de 2010, et qui concerne une activité privée, Paléo, juste après avoir traité la gestion municipale de République de Banane et de gouvernement au bénévolat. Oui. L'auteur cherche manifestement à créer un contraste choc. C'est ça l'objectif. Et le commentaire qu'il ajoute, ça laisse aucun doute sur son intention. Qui le croit sera canonisé. C'est d'un cynisme. Absolument, oui. Ce commentaire, il exprime un scepticisme très profond, voire une accusation implicite en fait. L'objectif, ça semble être de suggérer une forme d'hypocrisie. C'est ça. D'un côté, une gestion publique qu'il dépeint comme défaillante, République de Banane. De l'autre, une personnalité qui cumule des fonctions, publiques et privées, avec, selon l'auteur, une rémunération privée qu'il juge excessive ou incroyable. Le message sous-jacent, ça pourrait être celui d'une élite déconnectée des réalités ou des problèmes concrets des citoyens. Comme le stationnement, les problèmes à la police dont on parlait avant. Exactement. C'est comme ça que les éléments sont liés dans son argumentaire. Et là, c'est vraiment crucial de rappeler qu'on analyse la construction de l'argumentaire de l'auteur. Oui, c'est important de le dire. Il mélange délibérément les registres public-privé, les temporalités, 2010, 2016, 2023, les niveaux de preuves, anecdotes, liens, jugements personnels, tout ça pour brosser son tableau critique. Notre rôle ici, c'est de décrypter cette démarche, sans pour autant valider les accusations ou les insinuations qui sont faites. On rapporte le contenu et la perspective du document source. C'est tout. C'est une précision essentielle, merci. Bon, pour finir, le document se termine sur une note un peu plus légère. Enfin, peut-être pas, finalement. Il est question d'un petit nouvel an au Fisherman's Pub, avec la mention « Bonne année 2025 » entre parenthèses. Ça fait écho au titre du PDF. Ah oui, le Fisherman's Pub. Et puis ce détail, fermeture exceptionnelle à 0400, avec un point d'interrogation après exceptionnel. C'est intriguant, ce point d'interrogation, non? Simple fait divers où il y a une pique cachée. L'ambiguïté est intéressante, c'est vrai. Sur le papier, ça pourrait juste être une observation de la vie nocturne à Nyon, une petite touche de couleur locale pour terminer, mais ce point d'interrogation, il sème le doute. Oui. Est-ce que l'auteur questionne le caractère vraiment exceptionnel de cette fermeture tardive, ou est-ce une manière subtile de critiquer une possible tolérance excessive ou peut-être un traitement de faveur pour certains établissements? C'est difficile à dire. Ou alors peut-être une façon un peu ironique de boucler la boucle. Genre, après avoir listé tous ces problèmes sérieux, la police, la gestion, etc., on finit sur une note festive un peu décalée. Comme pour dire, pendant ce temps-là, la fête continue jusqu'à 4 heures du mat. C'est une lecture possible aussi, oui. Juxtaposer les critiques sévères sur la police et la gestion avec cette mention d'une fête tardive, ça pourrait servir à souligner un contraste, une forme d'indifférence supposée face aux problèmes de fond. Et le «Bonne année 2025», répété ici et dans le titre, ça ajoute à l'énigme. Sans connaître l'intention exacte de l'auteur, cette fin reste assez ouverte à l'interprétation, je trouve. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré dans ces extraits de Bonne année 2025.pdf, ce qui ressort, c'est clairement une perspective très très critique, voire acerbe sur certains aspects de la vie à Nyon. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'auteur, il cible particulièrement la police, la transition de commandement, les questions de matériel manquant, l'application des règles de stationnement et puis la gestion municipale en général. Avec cette expression choc, République de Banane, Nyon, comme point d'orgue de sa critique. Absolument. Le document, il utilise une série d'anecdotes spécifiques, le scooter, le parking, des liens externes de la nomination, l'article sur le salaire, et puis des commentaires très personnels, très sarcastiques, pour construire ce qui ressemble à un réquisitoire, en fait. C'est ça. Même si les éléments sont fragmentaires, parfois anciens, ils sont tissés ensemble pour peindre un tableau qui est subjectif, certes, mais cohérent dans sa dénonciation. Et au-delà de la simple critique, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça peut révéler une perception ou peut-être une réalité? Ce type de document, même s'il émane peut-être d'une seule personne, il peut être révélateur d'un certain mécontentement ou d'une méfiance qui existe peut-être plus largement au sein de la population locale ou en tout cas d'une partie. Mhm. Il met en lumière des préoccupations, qu'elles soient réelles ou fantasmées, peu importe ici, concernant la transparence des institutions, l'efficacité des services publics, l'équité de traitement entre les citoyens, ou encore ce sentiment d'une déconnexion entre les dirigeants et les problèmes du quotidien. Oui, cette impression de décalage. Voilà. Et la méthode employée, connecter des faits divers, des infos officielles, des éléments anciens, des jugements très forts, ça montre bien comment une vision critique peut se construire et s'alimenter.
C'est assez fascinant comme démarche, même si elle est très orientée. Et pour finir, il reste cette question en suspens, soulevée par le titre même, Bonne année 2025. Pourquoi projeter toutes ces critiques, qui sont basées sur des faits de 2010, 2016, 2023, vers une année future? Est-ce que c'est une façon de dire que rien ne change, que les problèmes vont continuer? Ou est-ce qu'il y a une autre signification, peut-être plus ironique, derrière ce titre? C'est une bonne question. Est-ce un avertissement, une prédiction pessimiste ou juste une façon de marquer les esprits? Difficile à dire. En tout cas, ça laisse matière à réflexion sur la portée que l'auteur a voulu donner à son message. Voilà qui conclut notre exploration de ce document pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci.